Bonjour tout le monde, je m'appelle Noémie Mercier. Je vous souhaite la bienvenue dans l'Aquarium, le magnifique studio de verre qui est au cœur du site de C2 Montréal. Je suis vraiment ravie de vous accompagner en ce début de journée, en ce jour 2 de C2 Montréal, la conférence qui unit la créativité et le commerce. C'est une conférence où on fournit des solutions créatives aux enjeux d'affaires. Peut-être que vous viendrez faire un tour sur les lieux plus tard ou peut-être que vous n'aurez pas l'occasion d'être sur le site cette année, mais c'est pas grave parce que dans l'Aquarium, on est justement ici pour vous donner un aperçu de l'atmosphère qui règne à ces deux et vous donner aussi un petit amuse-bouche, vous faire prendre part au type de conversations stimulantes qui sont le propre de l'événement. Donc, vous pouvez peut-être le voir autour de moi, ça commence à grouiller, ça commence à arriver. Les gens ont commencé à se rencontrer, à échanger des idées. Il y a des gens qui méditent là-bas dans le coin, qui font la file pour avoir un café. Bref, vous aussi, vous pouvez participer à cet échange d'idées. On vous invite chaleureusement à partager vos commentaires, vos questions, notamment en lien avec la vidéo sur Facebook. Donc, dans les commentaires associés à notre vidéo sur Facebook, vraiment, commentez, dites-nous bonjour, dites-nous d'où vous nous écrivez. Ça va nous faire plaisir de vous lire. Le mot-clic à retenir cette année pour nous trouver sur toutes les plateformes, c'est C2M19. C2M19, que ce soit sur Twitter, Instagram, Facebook ou LinkedIn, c'est le meilleur moyen de nous trouver. Au cours de la prochaine heure, je vais recevoir des invités passionnants, notamment Roger Duguay, qui est un chasseur de tête aguerri. Il a déniché des dizaines et des dizaines de hauts dirigeants pour des grandes entreprises. Et je vous invite à préparer dès maintenant vos questions pour Roger Duguay, parce qu'on va recueillir vos propositions de questions sur le Facebook Live. Et à la fin de mon entretien avec Roger, je lui soumettrai la question qui aurait été retenue et vous pourrez gagner un prix. Alors, si vous avez des questions sur le recrutement de PDG, sur l'évolution du leadership, sur les entrevues d'embauche, sur quoi que ce soit de ce type-là, commencez dès maintenant à nous les proposer. Mais d'abord, je reçois dans l'Aquarium deux personnes qui font des choses vraiment passionnantes. Ils s'appellent Félix Lajeunesse et Paul Raphaël. Bonjour, bienvenue dans l'Aquarium. Alors, Félix et Paul sont les fondateurs du studio Félix et Paul, qui est un studio qui est un chef de file, en fait, sur le plan mondial, dans la conception d'expériences de divertissement immersives, donc de la réalité virtuelle ou de la réalité augmentée. Ils sont reconnus mondialement pour leurs innovations technologiques et pour leur approche non conventionnelle du récit. Ça fait partie des choses dont on va parler aujourd'hui. Ils ont collaboré avec des grands et des grandes de ce monde, Barack et Michelle Obama, notamment, Eminem, le cinéaste Wes Anderson, l'athlète LeBron James, le Cirque du Soleil. Et ça, c'est juste un tout petit échantillon du genre de choses qu'ils font. Donc, vous êtes en train de conquérir la planète, messieurs, et même au-delà, puisque l'un des projets sur lesquels vous travaillez actuellement est en tournage en ce moment dans la Station spatiale internationale. Ça s'appelle The ISS Experience. C'est en tournage en ce moment. On peut s'attendre à voir ça l'an prochain ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce que vous voulez nous faire vivre avec cette œuvre dans la Station spatiale internationale? Bien, c'est un projet sur la vie dans l'espace. Donc, on immerge le spectateur à l'intérieur de la réalité de la vie des astronautes qui vivent en microgravité. Donc, on tourne ce projet-là sur une période d'1 an. Donc, il y a des astronautes qui arrivent, qui font leur mission évolue, éventuellement, ils repartent sur Terre, d'autres astronautes arrivent. Donc, le spectateur est un peu le résident permanent, si on veut, sur la station spatiale pendant 1 an et voit un peu la vie évoluer dans l'espace de ce point de vue unique-là. Donc, c'est une œuvre immersive, donc on a l'impression d'y être, de faire partie de la mission, d'être avec eux dans la vie de tous les jours. Et on documente autant le travail, donc c'est un laboratoire, la station spatiale, donc l'aspect scientifique, mais on documente aussi la vie de tous les jours, c'est-à-dire prendre des repas, se préparer à aller se coucher, se préparer au matin. Donc, on veut vraiment faire vivre le cycle de la vie quotidienne, si on veut, aux spectateurs à travers la réalité virtuelle. Et on va même pouvoir vivre en réalité virtuelle pour la première fois une sortie dans l'espace, qu'on appelle un spacewalk. Exact. On va vivre ça
Oui, donc on tourne la majorité de notre contenu à l'intérieur de la station, mais on est en train de se préparer à faire une sortie dans l'espace où on va amener le spectateur à la station spatiale avec les astronautes pour documenter un spacewalk, effectivement. Donc, vous avez commencé, bien sûr, à recevoir des images qui ne sont pas par vous-même. Vous n'êtes pas allé dans la Station spatiale internationale. Vous avez envoyé de l'équipement spécialisé là-bas. Qu'est-ce que ça dit, les premières images? Comment vous réagissez? Écoute, de voir un humain flotter comme s'il était devant toi, c'est pas quelque chose. Notre cerveau n'est pas programmé pour vraiment comprendre ça. Donc c'est vraiment une expérience. Je te dirais de tout ce qu'on a tourné depuis qu'on a commencé à faire de la réalité virtuelle depuis 6 ans. Il y a peut-être les premières images qu'on n'a jamais vues en réalité virtuelle de Félix et moi qui se filmaient nous-mêmes dans notre salon. Et puis il y a ça. Un humain qui flotte, c'est absolument hallucinant. Puis d'avoir l'impression d'être parmi eux. Vous, quand vous regardez ces images-là, est-ce que ça vous fait physiquement un effet? Ben oui, tout à fait. Et je pense pas que c'est ça. Je pense pas que l'évolution nous a préparé les humains à voler de cette manière-là. Je pense qu'on ça fait des millions d'années, même dans notre incarnation antérieure, quand on était des primates, on était collés au sol, écrasés par la force de la gravité, et de pouvoir vivre de manière immersive dans un environnement où des humains flottent, où la gravité n'existe plus, à travers la réalité virtuelle, tu le ressens beaucoup plus que même à travers les grands films IMAX qui ont été faits sur l'espace, par exemple, ou les différents projets de cinéma qui ont été tournés dans l'espace, qui arrivaient, je pense, à faire un pas dans le fait de livrer cette expérience-là de la microgravité. Si on pense à des films comme Gravity, par Oui. exemple, qui le faisaient bien, Oui. mais c'était circonscrit dans l'expérience cinématographique, enfermé dans un cadre, avec une stéréoscopie puis une échelle qui n'est pas conforme à la réalité. Alors que là, avec la réalité virtuelle, on se rapproche de l'expérience réelle des choses et ça crée un choc qui, à mon avis, est représentatif à peut-être 15% du choc réel que ça doit être de physiquement être là pour les astronautes qui vont là-bas réellement. Mais est-ce qu'on risque de ressentir nous-mêmes des effets d'être en apesanteur en regardant l'œuvre éventuelle? Ce sera une série documentaire. Tout à fait. Préciser, ouais. Je l'espère, et j'espère que ce ne sera pas trop inconfortable. Oui, c'est une série de 6 épisodes de 20 minutes. Donc, le spectateur qui va plonger dans cette série-là va avoir l'occasion de vivre pour à peu près 120 minutes l'expérience de la microgravité. Mais non seulement ça, mais aussi de suivre l'évolution de l'histoire, donc l'évolution de la mission des astronautes à travers le temps, étalée sur un an, finalement. OK. C'est sans doute l'un des projets les plus complexes que vous ayez conçu. Quelle sorte d'invention, que ce soit technologique, logistique ou peut-être même humaine, est-ce que vous avez dû concevoir pour faire aboutir ce projet-là? Écoute, ça fait à peu près 3 ans ou plus que 3 ans qu'on travaille sur ce projet. On a commencé en fait avec un documentaire tourné sur Terre en collaboration avec la NASA, qui était vraiment une façon de comment dire, bâtir les fondations du projet, les relations avec la NASA. Ça ne doit pas être simple. C'est pas simple. Et en parallèle à ça, développer la technologie, certifier les caméras, développer le processus de transfert de données et de contrôle de la caméra à distance, certification de tout ça. Et c'est constamment en évolution aussi. Donc, on est encore en train de travailler sur la caméra qui serait à l'extérieur de la station. On est constamment en train de mettre à jour tous les aspects de la production au fur et à mesure qu'on fait le projet, en fait. Et on doit réagir au contenu qui rentre, autant au niveau de l'histoire, du contenu qu'on capture, au niveau de l'expérience même. Donc, c'est vraiment un projet qui, en tout, aura pris peut-être 5 ans, je pense, à faire. Mais humainement aussi, on sait à quel point les astronautes sont des gens occupés. En fait, je pense qu'on sous-estime à quel point leurs horaires peuvent être chargés quand ils sont dans l'espace. C'est réglé au quart de tour. Ils ont toutes sortes d'expériences scientifiques à réaliser. Ils n'ont pas beaucoup de temps pour regarder par la fenêtre et admirer le cosmos. Bon, là, vous arrivez avec des contraintes supplémentaires, des caméras. Qui vont rentrer dans leur intimité. Les défis sur le plan humain de cette collaboration-là, ça a été quoi? Bien, je pense que comme n'importe quel tournage que tu fais dans un contexte de fiction ou dans un contexte documentaire, il faut que tu développes une relation avec les personnes que tu filmes. C'est super important. Donc, d'avoir accès à des moments où on peut leur parler, où on peut vraiment présenter notre projet de manière vraiment humaine, ça, c'est super important.
Donc, il faut mettre du temps comme ça à l'agenda. Il faut se battre pour avoir ce temps-là. Ça, c'est pas toujours simple. Puis après ça, je pense que c'est important de bien communiquer les objectifs créatifs de chaque plan que l'on fait. On ne leur demande pas de faire des choses sans donner un contexte par rapport à comment ce plan-là s'inscrit dans l'histoire, comment ça s'inscrit dans une verticale de thématique, de contenu. On essaie de donner le plus d'éléments possible, de communiquer le plus possible avec eux. Des fois, c'est par courriel, des fois, c'est par téléphone, mais pour vraiment les amener dans le projet. Avoir le genre de conversation qu'on aurait s'ils étaient assis à côté de nous puis qu'on tournait ça sur Terre, en fait. On essaie de recréer le plus possible cela. Mais c'est vrai, lorsque vous mentionnez le caractère extrêmement chargé de leur horaire, donc de mettre des choses comme ça au calendrier, de placer des tournages, c'est un défi logistique et on travaille avec NASA tout le temps pour voir venir les choses à l'avance un peu. On veut vraiment filmer cette affaire-là dans 2 semaines. C'est super important pour notre histoire. Comment on peut faire pour s'arrimer à ça? Comment on peut faire pour bloquer du temps avant pour pouvoir installer la caméra? Donc, il y a beaucoup, à chaque semaine, je dirais même à chaque jour, de logistique et de planification faite pour que ce tournage-là avance, finalement. Donc, vous scénarisez aussi en temps réel, là. Ouais. C'était pas déjà tout prévu d'avance, les plans que vous alliez faire. Ça évolue constamment. Vous avez des nouvelles idées. Oui. Absolument. Puis les nouveaux astronautes arrivent aussi. Oui. Donc, c'est des nouveaux personnages qui arrivent soudainement. D'habitude, on les a rencontrés brièvement avant leur départ dans l'espace, mais quand même, on n'a pas le temps d'établir des grandes relations. Et là, soudainement, ils sont là, ils sont devant la caméra. Donc, c'est des nouvelles personnes avec des nouvelles personnalités, subjectivités, points de vue sur les choses. Donc, ça informe l'histoire de manière différente. Il y a des gens de partout dans le monde aussi. Oui, absolument. Oui. Ça aussi, ça ajoute un élément de complexité ou d'intérêt, mais certainement. Bon, parlons d'un autre de vos projets qui fait d'ailleurs partie de la programmation artistique de C2 Montréal. C'est un projet qui s'appelle Traveling While Black et où vous nous faites vivre ce que c'est ou ce que c'était historiquement de se déplacer aux États-Unis en tant qu'Afro-Américain. Donc, tous les obstacles à la liberté de mouvement qui subsistent encore aujourd'hui d'ailleurs. Il y a un film de fiction qui a parlé de l'histoire de cette discrimination-là, qui a gagné l'Oscar du meilleur film, Green Book. Pourquoi est-ce que la réalité virtuelle était un bon médium? Green Book a été très critiqué, là, on va se le dire. Pourquoi est-ce que la réalité était un bon médium pour parler de cette expérience-là? Écoute, je pense que c'est une question qui peut être posée par rapport à la réalité virtuelle en général. Pourquoi la réalité virtuelle? L'idée... Êtes-vous tanné de répondre à cette question-là? Non, en fait, parce que c'est une question qu'on se pose constamment et qui évolue avec le temps. Vous la posez à vous aussi. Ben ouais. Absolument, absolument. Et je pense que une grande partie de tout ça, c'est le simple fait de mettre un spectateur en immersion, dans un état de présence, autant la présence du spectateur dans l'environnement, que son impression de la présence des personnages ou de l'environnement dans lequel il est, ça change tout, en fait. C'est l'état d'opération dans lequel on est dans la vraie vie. Et de se faire raconter une histoire, c'est une chose. On se fait raconter des histoires depuis qu'on est né, mais c'en est une autre de faire partie de l'histoire. Et je pense qu'il y a des choses qu'on peut faire ressentir aux gens et faire comprendre aux gens. Et on peut affecter les gens, je pense, d'une manière qui est juste inaccessible dans tout ce qui est le storytelling et non... ça demeure de l'histoire, mais c'est plus du storytelling. C'est vraiment du story living, quasiment. Oui. Le potentiel de transformation des gens est plus grand. Exactement. Ouais. Est-ce que... Voulais-tu ajouter quelque chose? Bien, je dirais que ce projet-là, c'est aussi un projet qu'on a fait avec un réalisateur qui vient de l'univers du cinéma. Donc, ce qu'on fait à l'occasion, on réalise nous-mêmes des projets, mais des fois, on travaille avec des collaborateurs. Et Roger est arrivé en se posant un peu cette question-là. Roger, c'est un Afro-Américain qui a gagné des Oscars. Donc, c'est un gars qui a fait beaucoup de chemin en cinéma. Mais il a posé la question initialement, il disait, est-ce qu'à travers la réalité virtuelle, je pourrais raconter l'histoire de ces gens-là, de leur expérience traumatique, d'avoir voyagé entre les années 30 et 70 aux États-Unis? Est-ce que je pourrais raconter cette histoire-là de manière plus viscérale? Est-ce que le spectateur pourrait connecter davantage à ces personnages-là, à ces gens-là qui sont des vraies personnes et à leurs histoires? Est-ce que la réalité virtuelle peut amener ça? Donc, il est arrivé à ce médium-là d'un angle extrêmement humain. Et c'était tout à propos de comment on peut créer une connexion plus forte entre le spectateur et les protagonistes. Et la réalité virtuelle fait ça. Et je pense que c'est vraiment au cœur de tout ce que l'on fait. Pour nous, ce n'est pas un projet technologique à la base, c'est un projet humain. C'est un projet de connexion humaine. Et après ça, on doit développer les technologies pour le faire. Mais Traveling While Black, c'est un excellent exemple, je pense, de la force
de ce médium-là. Oui, donc vous partez avec une histoire que vous avez envie de raconter et ensuite vous concevez les outils technologiques qui vont vous permettre d'y arriver. Oui. Ce qui me frappe, c'est le pouvoir de la réalité virtuelle de créer de l'empathie, en fait. C'est vraiment ça. Est-ce qu'il y a d'autres enjeux épineux ou d'autres questions sensibles où on gagnerait à utiliser la réalité virtuelle pour nous sensibiliser, pour nous mobiliser? Je pense au changement climatique, par exemple, où je veux dire, on a de la difficulté à sentir peut-être de façon très puissante dans notre corps ce qui va arriver, puis suffisamment pour nous mobiliser à l'action. Je donne cet exemple-là, mais est-ce qu'il y a d'autres sujets comme ça qui vous interpellent? Bien, je pense que tous les sujets qui peuvent faire avancer les choses dans le monde sont des sujets qui nous intéressent en ce moment. Et je pense que oui, la réalité virtuelle peut permettre un rapprochement entre le spectateur et ces questions importantes-là. C'est un peu la même chose que dans la vie, tu dis, par exemple, je veux régler un truc avec quelqu'un, j'ai le choix de l'appeler au téléphone ou d'être en personne avec lui. Mais pour moi, appeler au téléphone, c'est le cinéma, puis être en personne avec lui, c'est la réalité virtuelle. Donc, on aime pouvoir asseoir le spectateur au cœur de l'expérience pour pouvoir adresser de manière importante et frontale des enjeux qui sont d'une importance fondamentale. Oui. Donc, chaque avancée technologique a engendré des nouvelles façons de penser le monde, des nouvelles façons de raconter des histoires. La réalité virtuelle, c'en est un exemple. En même temps, est-ce qu'il n'y a pas des éléments fondamentaux à toute bonne histoire qui ne changent pas depuis la nuit des temps? Oui, ben je pense Qu'est-ce que oui. ce serait, selon vous, ces éléments-là? Mais je pense que c'est fondamentalement le désir de raconter une histoire. Pourquoi tu veux raconter une histoire? Par exemple, dans le cas de Traveling While Black, c'est une histoire qui vient de Roger, qui l'a touché personnellement. Donc, il y a une motivation fondamentale, un acte de communication fondamental, un désir de raconter quelque chose. Et après ça, il y a la recherche d'un médium pour pouvoir canaliser cette intention-là et cette histoire-là de la manière la plus forte possible. Mais je pense que tant que les histoires vont venir d'un espace personnel, elles vont toujours être puissantes, qu'on la raconte à notre enfant au lit, qu'on l'écrive dans un livre, qu'on l'exprime à travers une peinture, qu'on la monte en tant que pièce de théâtre ou qu'on l'exprime à travers la réalité virtuelle. Je pense que la force de la source va toujours être la cause principale de la puissance d'une histoire. Oui. Puis la prochaine étape, ça serait quoi? La prochaine, avez-vous déjà une idée dans cette évolution de nos façons de raconter des histoires, dans cette évolution technologique, les deux vont de pair, aviez-vous déjà une idée de ce que pourrait être la prochaine étape de cette évolution-là? Est-ce qu'il reste encore des nouvelles façons de raconter des histoires qui vont naître de la prochaine génération de réalité virtuelle, par exemple? Bien, je pense que la prochaine étape, c'est... On est à l'année 5 ou 6 de notre exploration du médium. Donc, il est encore tôt. Il est encore très tôt. Et c'est vraiment un médium qui va évoluer pendant des décennies. Je te dirais, par exemple, que ces jours-ci, on commence de plus en plus à explorer l'interactivité. Donc, depuis le début, en fait, presque tout ce qu'on a sorti depuis qu'on a parti de notre studio sont des expériences linéaires dans le sens où, en tant que participant, en tant que spectateur, tu peux regarder à gauche, à droite, tu es inclus dans l'univers, mais tu n'as pas trop d'interaction, tu en as très peu. Maintenant, on explore vraiment, OK, si on donne plus de pouvoir aux spectateurs, en quoi ça change l'impact de l'univers, en quoi ça change la façon qu'on raconte les histoires. L'esthétique va changer parce que là, on va se mettre à utiliser plus des engins de rendu en temps réel, des choses comme ça. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant. Et là-dedans, peut rentrer l'intelligence artificielle, la capture volumétrique, pouvoir se déplacer dans les expériences. Donc, c'est pas quelque chose qui est nouveau en tant que tel. Beaucoup de gens le font depuis quelques années. Nous, on y pense depuis quelques années et c'est quelque chose qu'on va commencer à faire de plus en plus aussi. Vous êtes déjà en train d'expérimenter avec ce genre de choses? On est en production sur quelques projets qui seraient interactifs. Disons. OK. Est-ce qu'on peut avoir des scoops? Comme quoi? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut déjà révéler? Bien, tout ce que l'on peut dire, c'est que la réalité virtuelle, c'est une immersion totale. Il y a aussi la réalité mixte, qui est une immersion partielle. Donc, par exemple, prendre un objet physique qui existe dans la vraie vie, on est dans un vrai environnement, mais l'objet lui-même commence à raconter une histoire. Donc, il y a une projection digitale qui commence à se créer sur l'objet et ça devient finalement un objet dont tu n'es plus sûr qu'est-ce qui est l'objet physique versus les éléments digitaux, parce que le tracking est parfait, parce que le mouvement dans l'espace physique est parfait. Donc,
essayer de faire raconter des histoires à des objets, donc, et de sortir complètement de l'univers du cadre et de dire que n'importe quel objet dans le monde peut commencer à devenir un vecteur d'histoire. Donc, on travaille là-dessus en ce moment. OK. Et je pense qu'il va falloir qu'on poursuive cette conversation-là, Oui. peut-être tantôt. Mais c'était vraiment passionnant, trop court. Merci beaucoup d'être passé dans l'aquarium. Merci. On a tellement hâte de voir des ISS Experience bientôt, l'an prochain, Ish, quelque 2020. chose comme ça, bientôt-ish. Et aussi Traveling Wild Black, qui fait partie de la programmation de C2 Montréal. Puis, évidemment, il y a plein d'autres façons d'accéder à vos œuvres. Bravo et merci encore d'être passé. Merci à toi. Merci. Bye bye. Invité. Et on vous fait des signes de rester assis, messieurs. Le chasseur de tête, Roger Duguay. Bonjour Roger, bienvenue dans l'aquarium. Ça va bien toi? Oui, ça va bien. Je vais faire ta petite bio. Ben oui. Rapidement. En plus, on a travaillé ensemble. Ah oui, c'est vrai? Ben oui. OK. On se rencontre, on se retrouve en famille. Donc, Roger est associé directeur et fondateur du bureau montréalais de Boyden, qui est l'un des cabinets de recrutement de cadres supérieurs les plus importants dans le monde. Il a recruté plus de 100 hauts dirigeants pour de grandes entreprises du monde entier. Et c'est un fin connaisseur de tout ce qui compose un processus de recrutement et de ce que ça prend en 2019 pour être un bon leader ou une bonne leader. Et par ailleurs, il est aussi actuaire, il est musicien et il est marathonien. Donc, si vous avez des questions sur l'un ou l'autre de ces aspects, y compris le marathon, pourquoi pas, proposez-nous vos questions dans les commentaires associés à la vidéo sur Facebook Live. Et à la fin de ce segment, on va en choisir une et je vais la soumettre à Roger. Et parmi, c'est-à-dire la personne qui aura soumis la question choisie, recevra une copie de l'ouvrage de Roger Duguay qui s'appelle en anglais Stand Out ou en français Démarquez-vous. Tu as un nouveau livre Oui. qui va paraître sous peu qui Oui. s'appelle Faux pas. Exact. De quel faux pas tu vas nous parler et dont tu veux nous protéger, j'imagine? My God, oui. Par Il exemple. y en a tellement. C'est un peu la raison d'avoir écrit ce livre-là, c'est que dans la vie de tous les jours, et surtout dans un contexte professionnel, on fait tellement de faux pas et on en fait tous. Et vous savez, quand tu fais 1000 entrevues par année à peu près, 80 des gens font des entrevues qui sont plus ou moins bonnes, moins performantes. Donc, on fait toujours des faux pas. On fait des faux pas, la manière qu'on va poser une question, un commentaire sur notre ex-employeur, un commentaire au bureau, un commentaire dans la vie de tous les jours. Là, tu parles des entrevues d'embauche, là. Des entrevues d'embauche, des entrevues de partenariat, des entrevues de travailler ensemble, des rencontres, même des fois dans un contexte social, on veut juste se connaître pour collaborer ensemble, rentrer sur un conseil d'administration, ou toi tu veux t'informer d'un projet. Donc, c'est tous les faux pas. C'est des faux pas comment, dans le contexte MeToo, Oui. dans le contexte d'accommodement raisonnable, dans le contexte de la corruption, dans le Oui. contexte des transgenres au bureau, dans le contexte des relations amoureuses au bureau, dans le contexte de la tyrannie du téléphone cellulaire, dans le contexte du monde digital, numérique, on ne sait plus quoi faire. Donc, plein de faux pas. Ben, c'est un champ de mine là, que tu décris en ce moment. Oui, Ouais. Il y vraiment. avait un très bon article de Patrick Lagacé, en plus, dernièrement à la presse, qui parlait que, tu sais, aujourd'hui, en 2020, on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus comment se comporter. En tant qu'homme, même, on ne sait même plus comment être un homme proprement. Est-ce qu'on se claque encore d'embrasser une dame sur les deux joues lors d'une rencontre, où on doit aller? On ne peut plus manger de Nutella, on ne peut plus porter de manteau avec des plumes. Ça, on ne sait plus quoi faire. Donc, on essaie un peu de mettre des balises et appliquer les vieilles règles d'étiquette qui sont complètement désuètes dans un monde d'aujourd'hui. C'est tout sur le savoir-être, qu'est-ce qui est acceptable. C'est vrai, ça, qu'on ne sait plus comment se comporter. Tu sais, par exemple, dans le contexte, moi aussi, tu sais, les gens, il y a bien des gens qui disent ça, on ne sait plus comment se comporter. En même temps, il y a quand même des règles, des règles relativement claires en ce qui concerne les contacts physiques inappropriés. Est-ce que c'est si compliqué que ça? C'est compliqué. Je te dis une chose qui est compliquée, puis on a fait beaucoup de recherches là-dessus. Par exemple, pour un homme, c'est compliqué de se rendre à la ligne de qu'est-ce qui est encore toléré comme une séduction mâle envers les femmes dans notre vie privée, versus que quand on dépasse la ligne et c'est sexiste. Alors, cette ligne-là bouge dans le temps, dans les géographies et dans les pays. Alors, elle n'est pas la même qu'est-ce qui est accepté. Alors, les hommes ont un peu plus de difficultés. Exemple simple, je suis au bureau. Est-ce que j'ouvre quand même la porte
à ma collègue parce que c'est une femme? Bien, je pense que oui, mais on devrait l'ouvrir aussi parce que c'est ton collègue homme. Je suis d'accord Donc, c'est avec toutes toi. ces choses-là. Là. Ouais. Alors, il y a le savoir-être devrait être indifférent du sexe, d'une minorité, d'une ethnie, et c'est ce qu'on touche beaucoup là-dessus. Vraiment, le savoir-être. Donc, dans ton livre, on trouve des conseils pratiques pour Oui. ce genre de situation? Exact. Un collègue qui revient au bureau d'une dépression. Les gens sont très mal à l'aise. C'est On sait vrai. pas. On évite le sujet, on fait comme si c'était jamais arrivé. Donc là, il y a comme un moment d'awkwardness où on en parle, on pose trop de questions, puis là, on met les gens mal à l'aise. Elle est où, la Finlande? Oui. On a un nouvel employé qui est transgenre au bureau. Comment est-ce qu'on gère? Comment est-ce qu'on aborde tout de suite les salles de bain? Comment est-ce qu'on met la personne à l'aise, puis on la supporte, Ouais. qu'elle se sente bien dans l'environnement, puis qu'elle soit créative et performante? Sans non plus la mettre sur la sellette constamment. Sur la mettre sur la sellette. On a un employé handicapé au bureau. Les employés handicapés, il n'y a rien de plus malaisant que les gens qui essaient d'en faire trop. Tu sais, genre, moi, j'ai ma petite nièce handicapée. Des fois, les gens vont arriver, puis sans calmement, ils vont la prendre dans leurs bras. Oh Tu là sais, là. puis là, tu te dis, ben, moi, je voulais bien faire, mais la nervosité de jamais avoir visualisé comment ça va se faire une première fois, les gens font plein de faux pas. Ouais. Puis Mais ça personne, ça ne s'éduque pas, ça. ne fait pas des gens des mauvaises personnes Non. non plus. Mais ça crée des moments bizarres. Et des moments que tu te dis à rétrospect, j'aurais pas dû. Ouais. Je pense dans la vie, c'est le même qu'on devient des meilleures personnes et qu'on grandit. Toutes les fois que vous vous êtes dit, j'aurais pas dû dire ça, j'aurais pas dû faire ça. Et aujourd'hui, nous sommes dans un monde beaucoup plus politiquement intelligent, aiguisé, et on veut être respectueux. C'est ça que la pyramide de Maslow, maintenant, là, nos besoins complets sont de plus en plus, comblés. Donc, qu'est-ce qu'on veut? C'est être une meilleure personne, un meilleur individu, être respectueux envers toi et de savoir quoi faire. Et ça, c'est une bonne chose. C'est une excellente chose. On s'en va dans le numérique. Dans le numérique, les gens sont perdus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne de nous qui venait dans le numérique v'là 10 ans. Hein? Ouais. Toi, tu es nouvelle, je suis nouveau, tout le monde est nouveau, les grands-parents sont nouveaux, les jeunes sont nouveaux. Il n'y a pas de parent qui peut dire à son enfant, je sais vraiment comment ça marche. Mais non, il n'était pas là avant non plus. On est tous en train de découvrir. Mais nous, on voit énormément de bavures sur le numérique. Des candidats, des gens seniors, des jeunes qui ne savent pas comment gérer le Twitter, le LinkedIn, le Instagram, le Facebook. Qui publient des photos ou des informations qui peuvent être soit trop personnelles ou même compromettantes. C'est un Absolument. exemple? OK. Parce que l'objectif de tout ça, c'est quoi? C'est d'être la meilleure version de toi-même en permanence, dans la vie privée et dans ta vie digitale. Toute l'information qui est là, elle reste à jamais. C'est ça que les gens oublient. Elle reste à jamais et elle peut être retrouvée. Nous, quand on recherche des candidats, avant que tu arrives nous rencontrer, on a analysé ton Facebook, Twitter, on a tout analysé ça. Donc, les gens, si tu as fait des faux pas, on va les voir et ça peut te nuire pour le reste de ta carrière. Oh là là, c'est stressant. Si on se rend compte qu'on a fait un faux pas, Ouais. on a dit quelque chose qui était peut-être indélicat, Ouais. on a eu une attitude qui n'était pas super appropriée, comment on fait pour réparer? Est-ce qu'il faut aller... As-tu des trucs pour ça? C'est une très bonne question parce qu'on en fait toujours. Il faut pas. Personne n'est à l'abri de Non, ça. personne n'est à l'abri de ça. Et deux fois, souvent, c'est de l'ignorance, c'est pas de la mauvaise volonté, on ne veut pas être méchant. Donc, idéalement, c'est de se donner un forum pour pouvoir le réadresser avec la personne. Hein. Si on a fait un faux pas avec une personne handicapée ou dans un contexte sexuel, c'est être capable de s'excuser proprement pour ôter le malaise qu'il est là. Dans un contexte professionnel, c'est d'être capable aussi d'en parler ouvertement. Et dans un contexte médiatique, c'est d'arranger rapidement. On est tous capables de retourner dans le numérique et d'effacer certaines photos et de faire un bon jugement. J'avais une discussion dernièrement avec Patrick Lagacé, qui a, je pense, 250 000 personnes qui le suivent Ouais. sur Twitter. Puis je dis, toi, ça va énormément te stresser, tout ça. Il dit, écoute, il y a du bon, il y a du pas bon. Il dit, pour moi, c'est bon. Il dit, ça me force maintenant qu'à chaque fois que je fais un commentaire, je pense à toutes les répercussions. Hein? Alors, avant qu'on faisait une chronique dans la presse, c'était la lecture aux lecteurs qui nous répondaient, puis là, on choisissait qu'est-ce qu'on voulait. Exactement. Maintenant, c'est live, c'est direct. Oui. Il faut absolument qu'on parle brièvement, même si le temps passe et le temps file, c'est fou. Tu es un expert dans le recrutement Oui. de hauts gestionnaires, Oui. de PDG. La définition du patron idéal en 2019, c'est plus la même que c'était même en l'an 2000 ou dans les années 90 ou 80. Comme organisation, Oui. de quoi on a besoin, de quel type de leader on a besoin en 2019?
Ce qu'on voit en ce moment, c'est que, je vais prendre le terme anglais, c'est d'avoir le grand leader qui walk the talk. Alors, tu sais, dans les 15 dernières années, Les beaucoup... bottines suivent les babines. Exactement. Beaucoup des grands patrons parlaient du capital humain, comment c'est important. Toutes les speeches, tous les conseils, on disait ça. Mais après, il n'y a pas vraiment nécessairement de conséquences dans les programmes. Alors aujourd'hui, encore une fois, nos employés sont beaucoup plus éduqués, sont beaucoup plus développés dans leurs intelligences émotionnelles. Les milléniums, et même ceux un peu plus vieux, veulent des corporations qui ont des valeurs claires, une mission claire. On sait ce qu'on s'en va parce qu'on n'est pas comme les baby boomers, on ne fait pas ça pour la carrière, 30 ans pour l'argent. Alors, les jeunes vont passer, les dirigeants vont passer en entrevue autant l'entreprise. Donc, ce qu'on va chercher d'un haut dirigeant, c'est un dirigeant qui est très connecté par rapport à qu'est-ce qu'on peut offrir. La rémunération, c'est une chose, mais c'est un des 6 éléments. Les gens veulent une mission sociale, ils veulent travailler pour C2 parce que c'est incroyable. Ils veulent travailler pour un OBNL parce que je vais changer le monde. Ils veulent travailler pour Apple parce que le produit est incroyable. Ouais. Donc, les gens ont des questions comme ça et les hauts dirigeants ne peuvent plus être juste un haut dirigeant qui fait augmenter la profitabilité. Si c'est le cas, ben ça fait des entreprises très froides, un peu vides. Ouais, On ouais. veut la mission, de plus en plus, on va avoir un impact sur notre société, puis ça, c'est très, très, très ennivant. On veut que ça soit conforme à nos valeurs profondes. Ouais, s'il y a un mismatch, c'est pas bien. Exact. Tu as passé en entrevue des centaines Oui. de candidats pour des postes de J'ai hauts environ 1000 dirigeants. entrevues par année, je te donne un exemple. 1000 entrevues par année. Ouais. OK. La question qui tue Oui. dans une entrevue d'embauche, Oui. qui te permet de départager les bons des mauvais. Il y a 2 questions que je trouve Deux très questions. intéressantes. Tu vas voir, j'essaie d'être rapide. Je commence toujours mon entrevue par « Parle-moi un peu de toi. » OK? Et il est très simple et large. très difficile. Sais-tu pourquoi? Parce que tu as 1000 manières de la répondre. Tu peux commencer par « Je suis un avocat. » OK. « Ah, je travaille chez Stikeman Elliott. Je suis père de 2 enfants. J'aime les triathlons. J'adore les voyages. J'aime la cuisine. J'aime le vin. » Par où tu commences? Par qui tu es en tant que professionnel. Tu définis en tant qu'être humain par l'homme. Je suis le conjoint de quelqu'un, ma famille, mes amis. Ça va donner le ton de genre, qu'est-ce qui est ta priorité inconsciemment dans ta vie, parce que tu n'y as pas pensé. Donc là, pour moi, ça me met un cadre dans quel homme et ses priorités. Deuxième question que j'arrive à la fin, souvent qui est très difficile, les gens ne sont pas habitués de répondre, c'est donne-moi la raison exacte pourquoi je ne t'engagerai pas pour le poste. OK? Bon, en général, les gens n'y ont pas pensé. Pourquoi je t'engagerais pas? Ouais. Puis là, tu as Euh. 2 choix. Parce que si, là, tu te dis, oh my God, si tu n'y as pas pensé, tu vas te dire, ben là, si je dis la vérité, il ne m'engagera pas. Ben, tu ne veux Hein? pas donner les munitions Bon, à quelqu'un Tu pour peux pas donner ne les pas musiques à quelqu'un. t'engager. Deuxièmement, là, si tu dis, ben, je suis juste des niaiseries qui sont pas vraies, je perds toute crédibilité. Donc, la ligne, elle est très mince entre, il faut vraiment que je dise les points que lui, il sait dans le fond aussi. Je le sais pourquoi, mais aussi voici pourquoi je suis capable de contrer à ça. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est de l'authenticité. Il n'y a aucun candidat parfait, il n'y a aucun candidat qui a toutes les choses, mais ce que tu n'as pas, si tu es conscient et tu sais comment t'encadrer pour bien réussir, c'est ça qu'on veut voir. Mais les gens ne pensent pas à ça. Puis en entrevue, moi, je suis toujours comme un saut en parachute. Moi, j'ai fait du parachute pendant longtemps. Ouais. L'important, c'est de visualiser ton saut. La minute que tu descends, tu veux l'avoir vu au complet. Une entrevue, tu veux avoir vu toutes les questions. Alors, quand tu m'apposes, je suis là avec toi. Je ne suis pas en train de dire « Oh my God, c'est vrai, qu'est-ce que j'y réponds? Là, tu es ailleurs. Là, je t'ai perdu, tu vas répondre des niaiseries. Mais c'est à haut risque. C'est vraiment un exercice à haut risque pour la personne. En tout cas, je voudrais pas me retrouver en entrevue avec toi. On va bientôt prendre la question du Facebook Live. J'en ai une dernière avant qu'on Super. se tourne vers les Facebook Live. Tu sais, on parle beaucoup de la diversification des modèles de leadership, de la diversification des styles de leadership. En même temps, quand on regarde la composition des PDG du Fortune 500, Ouais. par exemple, Ouais. il n'y a pas beaucoup de diversification C'est vrai. là. La statistique célèbre qui veut que il y a plus d'hommes prénommés John qui sont PDG d'entreprises dans le Fortune 500 que de femmes. Ouais. Est-ce qu'on est vraiment prêt comme société à s'ouvrir à des nouveaux modèles de leadership, à des leaders qui ne ressemblent pas à tout ce qu'on a connu dans notre histoire? C'est une méchante bonne question. Surtout aux États-Unis, parce que quand tu parles du FP 500, Ouais. surtout les grandes entreprises aux États-Unis qui sont cotées en bourse, la conscience est rendue là. C'est 50% de chemin, c'est l'acceptation de la conscience sociale que nous sommes rendus, nous devons faire de quoi.
Dans la réalité, on est loin d'être là. Ça bouge pas beaucoup. Ça bouge pas beaucoup. Il y a des pays comme le Canada et la Finlande qui vont imposer des quotas. Comme le Canada, de plus en plus, des quotas. Dans le gouvernement, on veut autant de femmes. Sur les boards, conseil d'administration, on veut autant de femmes. Et là, maintenant, nous, les chasseurs de tête, on a une grande responsabilité éthique non écrite que personne ne peut vérifier. Mais nous, quand nous présentons, après 200 candidats qu'on a recherchés, puis on arrive, puis on présente les 7 derniers au gouvernement pour un poste de président ou au conseil d'administration, si on lui présente juste des hommes, ils vont choisir un homme parmi les 7. Oui, pas le choix. Pas le choix. Mais si les firmes comme nous, les 7 grandes firmes mondiales, que 80 des mandats sont divisés entre nous, on arrive et on a un devoir éthique de dire, vous avez 3 femmes, vous avez 3 hommes, vous avez des gens des minorités ethniques, géographiques. Le conseil va être devant un choix, il va dire, savez-vous quoi? À compétence égale, on peut faire une différence. Donc, on est en train, nous, de faire ces critères-là à l'interne pour aider. Mais aux États-Unis, surtout, on est encore à plusieurs années. Les intentions sont là, mais on est loin de là encore. Merci beaucoup pour cette entrevue, Roger. Je vais passer... Non, on me dit qu'il n'y aura pas de questions de Facebook Live. Quelle déception! Ben c'est pas grave. J'ai posé ma question d'extra. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans l'aquarium à CD Montréal. Ça a été vraiment un plaisir. Ça fait plaisir. Anytime. Merci. Et qu'on aurait pu parler plus longtemps. On aurait pu parler. Merci. Merci. Bon C2 Montréal. Merci. Bye-bye tout le monde. Jérémy, bonjour. Bonjour. Comment ça se passe, ton C2 Montréal jusqu'à maintenant? Très intense. Très hier. intense, Oui, as-tu vraiment. dormi? Ben, un petit 4 heures cette nuit. Oh, mais OK. écoute, on est frais dispo pour commencer la journée. La journée 2. Donc, tu es stratège numérique et réseaux sociaux et médias sociaux chez C2 Montréal. Tu vas Exact. nous aider à comprendre comment on peut interagir, comment on peut participer. Me ferais-tu un tout petit résumé de ta journée d'hier, des grands moments que tu as vécus? Écoute, hier, on a eu des forts moments. Je ne sais pas si vous avez écouté l'after show hier avec Marie-Pierre Morin, animé par Nicolas Ouellette. En direct de l'aquarium. Exactement. Très animé, très dynamique. Et donc, vraiment, c'est vraiment ça a donné le ton vraiment à l'aquarium aussi, qui est un espace où on peut discuter, on peut aussi débattre sur des opinions. On n'est pas obligé d'avoir les mêmes opinions. Donc, c'est vraiment le ton qu'on voulait donner cette année à l'aquarium. Très, très, très satisfait de ce live-là. Écoutez ça. Aussi le panel de Liz Plank à réécouter aussi sur notre page Facebook. Très, très, très intéressant. Puis évidemment, ton morning show d'hier qui était excellent. C'est bien gentil. Parce qu'évidemment, on est diffusé en Facebook Live, mais toutes ces vidéos-là demeurent sur la page Facebook de C2 Montréal et on peut aller les réécouter autant de fois qu'on veut et même commenter à retardement. Comment on fait pour interagir avec C2 Montréal? Parce qu'il n'y a pas juste toi, il y a toute une équipe, une escouade, on les voit sur le site qui prennent des photos, qui tweetent, qui Exactement. publient des stories sur Instagram. Donc, on a des gens sur Twitter, sur Instagram, sur LinkedIn, comme tu l'as dit. Facile, hashtag C2M19 et le handle, comme on appelle, donc c'est C2 Montréal. Donc, c'est facile à nous trouver un peu partout. Je pense que vous avez sûrement déjà vu toutes nos photos passer. Donc, c'est super simple, voilà. Qu'est-ce qu'on surveille aujourd'hui dans l'aquarium? Aujourd'hui, on a un panel avec Liz Plank sur les changements climatiques. Est-il trop tard? Donc, on a quelque chose avec Jamie Margolin, d'ailleurs, qui est une des 7 Under 17. Donc, ça va être très intéressant dans ce panel-là. Sinon, en fin de soirée, on a encore l'after sur est-ce que le storytelling est mort? Aïe, aïe! Donc, oui. Donc, la grande question brûlante, on va avoir des invités aussi diversifiés qu'hier soir. Animé Donc, par Nicolas Ouellette à nouveau. À nouveau. Puis, sur les médias sociaux, d'ailleurs, Nicolas Ouellette a fait plusieurs entrevues avec des speakers hier qu'on va publier aujourd'hui au courant de la journée sur notre page Facebook. Donc, Merveilleux. voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose à gagner aujourd'hui? Comme un laissez-passer d'une journée. Ah, pour c'est pas demain. mal. Alors, on a été très déçus aujourd'hui. Pas de questions dans les commentaires, mais commentez. Comme ça, on va pouvoir sélectionner un gagnant selon les meilleures réponses lors du Facebook Live de ce soir. Donc, l'after, 19h. L'after 19h. Fantastique. Merci beaucoup, Jérémy. On se retrouve demain matin. Merci, Amy. À demain. À demain. Merci à tous nos invités. On a vraiment eu des conversations passionnantes. C'est toujours trop court. Alors, je serai de retour. Merci à vous, d'ailleurs. Merci à vous d'avoir débuté votre journée avec nous. Moi, je serai de retour demain à 8h pour une autre édition de C2 Live le matin. Je vais recevoir notamment David McMillan, qui est le chef et copropriétaire du restaurant Joe Beef. Vous le savez, il a fait beaucoup parler de lui ces derniers temps au sujet de sa sobriété et comment
comment ce nouveau style de vie transforme son rapport à la restauration et son rapport au leadership. Donc, ça va être passionnant de l'entendre. On reçoit aussi l'ancien ambassadeur des États-Unis au Canada, Bruce Heyman, et l'ancienne attachée culturelle américaine, Vicky Heyman. Ils sont un couple. Ils viennent de publier un livre où ils lèvent le voile sur certains aspects de leur séjour à Ottawa à l'époque de la présidence de Barack Obama. Donc, passez un merveilleux jour 2 de C2 Montréal ou une merveilleuse journée où que vous soyez au Québec ou dans le monde. Merci encore d'avoir été là et je vous dis à demain.